Je voudrais vous remercier tout d'abord de m'avoir invité à ce colloque pour m'exprimer ici sur le sujet de l'expertise médicale et de ses évolutions juridiques. En tant que députée, de la part des citoyens que je représente, je souhaite tout d'abord vous dire merci. Merci parce que par votre engagement, votre implication, vos compétences, vous concourez à l'établissement de la vérité et de la justice. Sans vous, la justice ne serait pas ce qu'elle est, ni ce qu'elle devra toujours être. Une justice impartiale, équitable, une justice qui reconnaît les responsabilités et qui défend les victimes. Une justice au service des citoyens et de l'idéal républicain que nous partageons tous. Je me réjouis à ce propos de la publication du décret de mai dernier portant sur les statuts des experts médicaux hospitaliers qui contribuent à la reconnaissance de leur mission de service public au service de l'intérêt général. Mais je sais aussi, en tant que médecin, combien l'expertise médicale est exigeante et parfois difficile. Difficile parce que la médecine n'est pas toujours une science exacte et que la vérité n'est jamais facile à établir. Difficile parce que les progrès de nos connaissances entraînent de facto le recours à une expertise judiciaire de plus en plus fréquente, toujours plus pointue, une expertise qui doit permettre aux magistrats de disposer des données factuelles et d'analyses précises sur des questions souvent techniques et des situations difficiles à appréhender. Difficile aussi parce que vous travaillez ensuite dans des contextes souvent conflictuels, que votre responsabilité est lourde et que les enjeux de vos expertises peuvent être considérables. Des enjeux financiers, d'équité et de réparation pour les personnes, bien sûr, mais aussi des enjeux éthiques et de justice pour l'ensemble de notre société. Difficile enfin parce que la santé et la justice sont deux mondes profondément transformés par les évolutions technologiques et numériques qui envahissent et bouleversent notre quotidien, nos ambitions et aussi nos attentes. Ces évolutions, ne les craignons pas. Bien au contraire, faisons-en des atouts qui vous permettront d'exercer votre métier avec toujours plus d'efficacité. C'est l'ambition qu'en tant que députée, je porte au quotidien et que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Je ne reviendrai pas sur un sujet que je crois vous avez déjà évoqué ce matin, celui qui vise, via le projet Data Just, lancé par le ministère de la Justice et qui s'inscrit dans le cadre de l'avant-projet de réforme de la responsabilité civile. Ce projet visant à rendre accessible à certains acteurs, voire à tous, en open data dans ce cas de figure, les données des décisions de justice et les résultats chiffrés des indemnisations. Avec DataJust, nous disposerons d'un outil d'analyse de la jurisprudence au niveau national et notamment d'un référentiel fiable sur l'indemnisation des préjudices corporels. Ceci contribuera à mettre fin à certaines difficultés et hétérogénéités dans les décisions d'indemnisation. Permettez-moi de vous donner deux autres exemples de l'impact de cette révolution numérique sur l'exercice de la justice en général et sur la pratique de vos missions d'expertise en particulier. Vous savez, en tant que médecin, l'importance est parfois la difficulté d'informer le patient, de s'assurer avant une intervention, par exemple, qu'il en a saisi tous les enjeux, voire les risques, de recueillir un consentement totalement libre et éclairé. Un patient mal informé ou qui ne prend pas connaissance des risques qu'il encourt avant un acte médical ou avant des essais cliniques dans le cadre de la mise au point de nouveaux traitements, n'hésitera pas, et c'est de plus en plus vrai, à saisir la justice en cas de dommages ultérieurs. Il mettra facilement en cause, vous le savez bien, la responsabilité des professionnels de santé et des établissements concernés et fait donc peser sur eux des contraintes assurantielles de plus en plus lourdes. Si sa responsabilité est recherchée, le professionnel de santé doit alors être en mesure de démontrer qu'il a informé le patient de façon claire, complète, précise et de façon adaptée aux capacités de compréhension du patient. Mais il reste encore, il me semble, des inconnus que le législateur doit traiter pour apporter des précisions. Jusqu'où doit aller le professionnel dans la transmission d'informations? Y a-t-il des choses à ne pas dire? Y a-t-il des éléments obligatoires à transmettre pour chacun des différents actes? Il me semblerait intéressant que ce travail de précision puisse se faire en lien avec les différentes sociétés savantes. Ce travail de précision étant essentiel pour que vous, experts, puissiez évaluer ce consentement. Les outils numériques, à ce titre, constituent un élément de réponse très efficace et surtout apte à garantir une traçabilité sécurisée
et qui peut se révéler extrêmement utile lorsqu'il s'agit de s'assurer du consentement libre et éclairé du patient. Il est à noter que des récentes évolutions légales et réglementaires, notamment le RGPD, offrent un cadre de confiance propice à l'essor d'une relation patient numérique. D'abord, la loi de modernisation du système de santé en 2016 a simplifié la législation en matière de traitement des données de santé à caractère personnel. Puis, l'ordonnance du 12 janvier 2017 qui offre la possibilité de dématérialiser des documents comportant des données de santé, y compris le consentement des patients. Alors, un nouveau cadre spécifique à la santé de recueil du consentement est-il réellement nécessaire ? Premièrement, mettons-nous du point de vue du patient. Il faut, en tant que législateur, offrir un cadre stable et robuste face aux évolutions très rapides pour permettre le recueil du consentement éclairé dans l'utilisation des outils numériques. C'est un des enjeux de l'espace numérique en santé prévu dans le cadre du plan Ma Santé 2022, dans lequel je me suis pas mal investie ces derniers mois. Effectivement, dans la loi Ma Santé 2022, votée en juillet, à l'article 11, on note que le développement de l'espace numérique en santé consacre l'automatisation de l'ouverture de cet espace numérique dès la naissance. Ceci questionne bien entendu sur le recueil du consentement. Un long débat a eu lieu sur ce sujet à l'Assemblée. Le choix a alors été de souhaiter que ce consentement serait redemandé aux 18 ans de l'enfant. Cet espace numérique de santé a vocation à devenir l'outil privilégié et personnalisé d'interaction entre les patients, les soignants et l'ensemble du système de santé, protégeant ainsi à la fois ces patients, mais aussi les professionnels de santé. Parmi les multiples usages de ce nouvel outil, celui-ci permettra effectivement de disposer d'un cadre clair pour le recueil du consentement du patient, mais aussi de retracer l'ensemble des étapes d'un parcours de soins et d'intervention, et ce, depuis la naissance de nos concitoyens, et de disposer ainsi d'un accès rapide aux éléments de preuve associés. Un autre exemple est celui des données génétiques et des tests génétiques appelés aussi récréatifs. Nous venons d'avoir récemment le débat dans l'hémicycle durant le projet de loi bioéthique. Ces tests sont interdits en France, sous peine d'amende, et pourtant 100 000 Français y ont recours chaque année. Or, l'utilisation de ces données, qui sont récoltées par des entreprises parfois très lucratives, ne sont pas encadrées, comme a pu le préciser la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL. En effet, les informations qui sont fournies aux utilisateurs ne sont pas exactes, avec très souvent des tests qui ont une faible sensibilité et une faible spécificité. On a donc, dans un contexte globalisé, des règles d'utilisation de ces tests qui impactent les personnes avec, d'une part, la transmission d'informations personnelles non souhaitées et, d'autre part, l'utilisation de leurs données à l'étranger sans pouvoir avoir un consentement véritablement éclairé et sans connaissance des règles en vigueur. Il convient donc au législateur de prévoir ces effets et ainsi de protéger le patient dont les données peuvent être utilisées sans consentement. Alors nous venons de voir les enjeux pour les patients, mais quels sont les enjeux pour les experts ? Les évolutions numériques et techniques de l'information vont elles aussi modifier directement ou indirectement la façon dont vous mènerez vos missions d'expertise au service de la justice. Celle-ci ne concerne pas seulement le domaine de la santé, comme l'espace numérique en santé dont nous venons de parler, mais la justice dans son ensemble. Il s'agit de la dématérialisation des procédures, notamment civiles, et du développement du numérique dans les services de la justice. Projet que nous avons défendu lors de l'examen du projet de loi de programmation de la justice et pour lequel nous avons consacré des moyens budgétaires significatifs dans le cadre des lois de financement. Il s'agit pour l'ensemble de nos concitoyens, comme pour les professionnels de santé, de rendre beaucoup plus transparent l'état d'avancement d'une procédure judiciaire, les éléments d'un dossier et au final l'ensemble des informations qui permettront de renforcer la confiance des justiciables dans les différents acteurs de l'affaire qui les concernent, dans leur neutralité et dans l'absence de conflit d'intérêts. Le site internet justice.fr permettra aux justiciables d'avoir accès à ces informations et de suivre son affaire en ligne. C'était très attendu de nos concitoyens. Nous sommes conscients des conséquences et des nouvelles exigences induites par la mise en place de ce nouveau dispositif, en particulier pour les experts médicaux.
Mais je suis convaincue que notre travail en tant que législateur est de pouvoir garantir cette exigence de transparence, d'impartialité, de neutralité. La confiance de nos concitoyens dans la justice en sortira nécessairement grandie. Il s'agit là d'un des socles du contrat social qui nous unit et nous devons tout faire à l'heure où nos institutions sont parfois remises en cause, voire décrédibilisées, pour le renforcer et le moderniser. Je sais que c'est également votre ambition et que vous y travaillez au quotidien. Encore une fois, je vous en remercie et vous encourage à poursuivre. Sachez en tout cas que le législateur sera toujours à vos côtés pour vous aider dans l'exercice de vos missions. Merci.